Éclairage numéro 17. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Philippe. L'équipe est au complet. Émission numéro 17. Alors je crois qu'il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter lorsqu'on ne veut pas se fâcher avec ses amis ou lorsqu'on ne veut pas qu'un dîner de famille parte en vrille. Tu veux parler de politique ? Alors, il y a la politique, à mon avis, peut-être avec certains cercles, la religion, et il y a les mouvements sociaux. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine grève SNCF, et puis avec d'autres mouvements dans d'autres secteurs. Non, Marc, Bernard, pardon. Grève perlée quand même. Hein. Grève perlée, c'est tout un à joli nom fait. d'ailleurs. Voilà, donc un sujet Hein potentiellement polémique, et puis c'est un piège dans lequel nous n'allons pas tomber, même si nos auditeurs et ceux qui vont nous voir peut-être ne seront pas témoins de ce qui va se passer hors micro et en coulisses. Nous ne tombons jamais, je crois. Nous ne tombons jamais, tout à fait. Alors ce fameux piège, c'est quoi ? C'est le piège effectivement d'une polémique genre pour ou contre la grève SNCF. L'objectif aujourd'hui de cette émission Éclairage, c'est bien sûr de rebondir sur les mouvements sociaux en cours dans notre beau pays, et puis de voir ensemble si prendre un petit peu de recul en fait, hein, c'est le but de l'émission, de prendre un petit peu d'auteur, et l'objectif c'est de voir quelles sont les stratégies actuellement utilisées pour faire valoir les revendications de différents corps de métier. Comment on se positionne, nous, ici, par rapport à ces stratégies ? Vous trouvez que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée ? Si on était à leur place, est-ce qu'on ferait autrement ? Et puis l'objectif, c'est que nos auditeurs et ceux qui nous regardent puissent repartir peut-être avec quelques reculs sur qu'est-ce que ça vient chercher chez moi et quelles sont peut-être les stratégies à adopter, peut-être celles qu'il faut éviter. Et est-ce que là-dedans, mes valeurs personnelles ou mes croyances, par exemple religieuses, ont quelque chose à voir ou en fait ça n'a strictement rien à voir ? Voilà, donc l'objectif de l'émission, c'est ça, même si je n'exclus pas que de temps en temps on s'empoigne peut-être, non ? Ambitieux. Bernard, Ambitieux, c'est vrai ? Oui, non. De manière Marc. tous si on s'empoigne, s'il te plaît. Tout à fait. Voilà, il y a beaucoup d'amour pour l'instant. Non, C'est très poignant, oui. Très poignant, oui, tout à fait. Première question pour nous impliquer personnellement, les uns et les autres. Comment nous sommes impactés concrètement, là, en ce moment, par les différents mouvements sociaux qui veulent démarrer ? David ? Moi, je ne suis pas impacté, donc je peux être assez neutre sur mon analyse de la situation immédiate. Ok, aucune conséquence concrète pour toi, Non. ni dans tes proches En tout cas, pour la SNCF, non. Ouais, Ça, c'est sûr. d'accord. Pour Les l'université étudiants non plus. D'accord. Après, tout ce qui se passe dans les EHPAD, là, je me sens plus concerné en ce moment. Mais sinon, non, heureusement, je n'ai pas de projet de déplacement en train dans les prochains jours. D'accord, Mais ok. ça risque de durer, donc quand même... Ouais, ça risque de durer. David, merci. Bon, alors moi, Bernard. question SNCF, rien de particulier pour moi. En revanche, pour mes enfants, puisque Oui, tu as de grands-enfants, je j'ai de crois. grands-enfants qui habitent la région lyonnaise, et pour eux, qui habitent pas vraiment Lyon, pour se rendre au travail, c'est un peu la galère. D'accord. Voilà, pour ce qui est des études, c'est fini ça aussi. Et puis pour ce qui est hôpitaux et EHPAD, non, pour l'instant ça me... Non, et puis pour aller au travail, j'utilise les transports en commun. D'accord. De Strasbourg, donc ça, Très bien. pour Bon. l'instant ça fonctionne. Ok, du coup, tout le monde est zen aujourd'hui, c'est Eh super. bien, pas tant que ça. Ah, voilà. Enfin, un peu d'huile sur le feu avant que on j'intervienne. t'a gardé pour la fin. Pour moi, Marc. dans l'impact personnel, directement personnel, pas d'impact particulier, sauf j'enseigne à la fac de temps en temps. Et c'est vrai que hier, j'étais au palais universitaire avec la question de savoir est-ce que le palais universitaire sera occupé, est-ce qu'il pourra y avoir cours ou pas cours, mais aussi, et on verra après la répercussion que ça a dans ma vie professionnelle, c'était de savoir aussi si les étudiants seraient en capacité de venir. Alors, il y a deux groupes. Un, sur les 12, il n'y avait que 3 personnes, parce que les grèves faisaient qu'il n'était pas possible qu'ils puissent venir. Et sur l'autre groupe, ou sur les 9, il y en a 8 présents. On voit aussi les impacts de transport étaient les mêmes, mais il y a peut-être la manière de pouvoir procéder et répondre aux exigences de la grève de manière différente suivant les personnes. Sur le plan professionnel, moi, je sens quand même un impact fort. C'est-à-dire que ça crée un stress, ça crée une difficulté de pouvoir se dire, le matin, de chez moi, je n'ai qu'un train à prendre de toute la journée. Si je le loupe, je ne peux pas venir. Mais la réponse aussi de certains de mes salariés, elle est très claire. Elle est de dire, écoute Marc, moi, je travaille de chez moi, j'ai mon ordinateur, je peux faire, moi, je ne viendrai pas. Sauf que quand ça se répercute et ça se répète à plusieurs reprises, il y a une vraie question au niveau de l'équité. Pour L'équité. moi. Équité au niveau de l'équipe. D'accord. Pourquoi il y en a qui font l'effort de s'organiser pour même prendre un train 1 heure avant d'habitude pour être présent, et pourquoi d'autres disent je ferme les bras, je baisse les bras, et puis je vais travailler de chez moi.
Voilà, Donc, ça des pose questions un peu de fond dans l'organisation managériale. d'une équipe. D'accord, très bien. Et me concernant, je suis assez impacté en fait, puisque j'ai pas mal de déplacements professionnels sur la région parisienne. Donc du coup, j'ai dû revoir totalement mes tournées et prendre la voiture. Donc du coup, je suis Blablacar. J'ai pas mal de succès avec mon véhicule en ce moment. Néanmoins, ça me fait vraiment des grosses perturbations. Et puis j'ai aussi un office qui est sur un plateau téléphonique à la SNCF qui s'occupe des voyages groupes. Et c'est la folie, quoi. Hein. C'est clair que tous ceux qui ont organisé des voyages groupes, en ce moment, appellent sans avoir de réponse et c'est mis une pagaille très importante. Voilà pour mes impacts personnels. L'objectif, je crois aussi, Philippe, Marc, on a la chance, si on a une chance, d'être en Alsace et à Strasbourg. Moi, je me souviens de ma vie parisienne quand on est véritablement quasi totalement dépendant des transports en commun et qu'on va se retrouver avec un train sur 4, un train sur 5 et que déjà tous les jours c'est pas simple et que là on va se retrouver dans des trains absolument bondés, etc., qu'on part tôt, qu'on revient tard. Eh bien, un jour, 2 jours c'est tenable. Moi je pense que si ça dure effectivement longtemps, l'exaspération elle sera très forte. Ah, c'est incroyable, on avait tous les deux la même inspiration en ce moment. Non, c'est toi qui es prioritaire. C'est juste pour montrer effectivement comme quoi il y a plein d'amour. Oui, non mais Bernard. Ce que vient de dire Marc est intéressant parce que on voit que, je dirais, l'empathie envers ce mouvement est en train de monter un petit peu. C'est la bataille de l'opinion publique, on y viendra effectivement. Mais jusqu'où ? Et avant qu'elle ne retombe, quand ? À propos de ça et d'exaspération, puisque je reprends le terme utilisé par Marc, un rapide petit tour de table sur instinctivement, spontanément, qu'est-ce que ces différents mouvements réveillent chez nous, je vais dire naturellement, spontanément, sans filtre. Et je suis sûr que c'est le cas aussi pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent. Je ne dis pas qu'il faille forcément rester sur ces premiers instincts, mais moi je suis convaincu que ce genre de mouvement éclaire aussi un peu ses valeurs, ses opinions, son parcours. Voilà, donc rapidement, peut-être un tour de table sur qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous. En termes d'opinion, par exemple, pour, contre, ça m'agace, moi je suis à fond, etc. Alors, tu me regardes, je veux Bernard moi je suis partagé entre un sentiment d'exaspération, un petit peu, parce que je trouve qu'en France on est quand même très fort pour tout ce qui est mouvements sociaux. Hein, j'habite un beau pays, le pays de la grève. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sentiment qui exprime ce partage, c'est celui du regret de voir des prises de pouvoir identitaires, voilà, sectorielles. C'est sûr que si mon boulanger fait grève, je pourrais acheter des biscottes au supermarché éventuellement. En revanche, pour tout ce qui est déplacement, on vient de le dire, ça peut avoir des répercussions qui me gênent au-delà du raisonnable. Ok, très bien. Donc dans ce partage, j'entends quand même plutôt un peu de colère. Oh, de l'énervement. Ah, pardon, il y a une nuance. Merci Bernard. Ensuite... David, moi, je veux bien poursuivre, vas-y, non, c'est moi qui ai un strabisme, mais ça va se corriger au fur et à mesure des minutes, qu'on puisse rassurer tout le monde. David, qui est à ma droite. Bon, moi, je suis assez mitigé, mais je crois que je suis souvent mitigé. Non, mais c'est un service public dont on parle. Et c'est un service public qui doit se comporter aussi comme une entreprise commerciale qui a un certain niveau de rentabilité et tout ça. Donc, quand il s'agit de service public, je me dis qu'effectivement, il faut réfléchir sur le long terme et il ne faut pas voir les coûts de la même façon que pour une société commerciale. Donc la question de la dette et tout ça, c'est quelque chose sur lequel souvent on réfléchit mal parce que c'est pas la même chose quand c'est un service public. Et le fait que les employés de la SNCF réagissent, bon, moi ça me paraît normal parce que voilà, n'importe qui en fait qui verrait un grand changement de ces conditions réagirait. Je trouve juste que voilà, c'est typiquement une confrontation qui se fait à la française, effectivement, d'une façon qui est, je sais pas, c'est affligeant. Je suis encore affligé qu'on en soit encore là et que d'un côté un gouvernement part d'un rapport calamiteux comme le rapport Spinetta, qui a quand même une orientation, on en reparlera peut-être, qui est quand même assez oui, incroyable. On verra les problématiques et en même temps, ouais. et qui se lance, qui annonce qu'il va passer par ordonnance pour la réforme d'un service public aussi grand
que le transport ferroviaire, dire on va passer par ordonnance, déjà c'est commencer à faire une sorte de déclaration de guerre, quoi. Hein. Donc, Ok, en tout cas une confrontation. Ça déjà, Ok. ça part mal. Ça part mal. Donc D'accord. c'est dommage. C'est dommage. Très bien. Parce qu'il y a effectivement besoin de réfléchir à l'avenir et à la façon d'équiper ce service public de la meilleure façon. Ok. Marc, Philippe, sur ta réaction instinctive par rapport à ce contexte. Tu nous invitais à notre réaction personnelle. Moi, le premier constat que j'ai envie de faire, c'est que je sens que je vieillis. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui a été, dans mon existence, très mobilisé sur des réalités sur lesquelles j'avais envie de lutter pour améliorer les conditions sociales dans notre pays, pour améliorer la justice, pour dire aussi, de toute façon et dans tous les cas, le droit de grève est un droit inaliénable, qu'il faut absolument préserver. Et je sens aujourd'hui que ma base de combat, ma base de révolte diminue, que je me sens moins impliqué, moins concerné d'une certaine manière. Et je me dis, voilà, ça m'interroge par rapport à ma propre existence. Ensuite, David a commencé à le mettre en avant. On va, je pense maintenant, échanger sur les questions de fond. La question de fond, c'est quand même de me dire, je suis un élu municipal, j'ai pris d'autres responsabilités dans le passé, dans ma vie, c'est de me dire comment on réforme. Comment on réforme ? Comment on est amené à pouvoir, suivant les convictions que l'on a, mais aussi suivant l'idée que l'on se fait du bien public, du service de tous, comment on est amené à pouvoir changer les choses dans un pays qui s'appelle la France. C'est vrai sur un plan de l'État, mais c'est vrai aussi sur le plan communal. Et je terminerai en disant, par rapport au plan communal, mais comment on est en capacité de ne pas faire front bloc à bloc dans une municipalité, comment une opposition s'inscrit face à une majorité et comment nous sommes amenés en tant qu'élus à tenter de travailler ensemble pour trouver une concorde. Voilà, ça c'est des questions qui me paraissent importantes. Alors du coup, je vais vous proposer effectivement dans un instant de lister un petit peu les tendances dans les mouvements sociaux actuels qu'il faudrait peut-être éviter, puisque le thème de l'émission, c'est les stratégies pour faire valoir ces revendications. Donc même si à un moment donné, elles peuvent être normales, au sens de compréhensibles, y a-t-il des stratégies qui sont constructives ? Y a-t-il d'autres qui le sont moins ? Pour terminer ce tour de table sur ma réaction instinctive, je me rends compte que ça me demande beaucoup d'efforts de me décentrer de moi-même, vu mon parcours. Puisque j'ai un parcours libéral, d'entrepreneur, même quand j'étais salarié en télétravail, puis la commission, donc c'est vrai que le salariat entre guillemets traditionnel, et j'ai beaucoup de mal à sortir de ma vie perso pour m'intéresser à ceux dont le quotidien ne ressemble pas au mien. Donc c'est clair qu'instinctivement je suis très 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 énervé et un peu exaspéré, et avec effectivement après aussi, je trouve que ce genre de mouvement renvoie aussi à nos opinions de politique économique, notre façon de voir la façon de gouverner, par exemple l'équilibre entre l'écoute et à un moment donné un côté un peu plus ferme, tranché, décidé. Donc il y a beaucoup de thématiques, je pense, qui chez nos auditeurs et ceux qui vont nous regarder ressortent, et je trouve intéressant que chacun, tout en s'acceptant soi-même, puisse aussi prendre un peu de recul. J'essaie moi de prendre un peu de recul, parce que sinon je suis le premier à faire partir en live ou à un dîner en famille sur ce genre de sujet, quoi, hein. Parce qu'on a tous dit peut-être à un moment donné, moi à votre place, ou moi j'attends pas que, et donc il y a une difficulté à un moment donné de se décentrer. En tout cas c'est mon témoignage en termes de réaction instinctive. Marc. Philippe, dans ce que tu dis là, et je crois que c'est la réalité de toute manière de pouvoir régler un désaccord ou un conflit. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, et on est au cœur de cela aujourd'hui, on voit bien que de part et d'autre, on essaie de faire monter la mayonnaise. C'est-à-dire de dire, il faut que ça soit un camp ou un autre camp qui l'emporte, en particulier auprès de l'opinion publique. Sauf qu'à un moment donné, on crée un fossé, une impasse, qui ne permettra pas à l'un et l'autre camp de pouvoir prévoir un avenir où il se sentira respecté. Donc toute la question, alors c'est vrai sur un plan national, c'est vrai dans les conflits sociaux, bien sûr c'est vrai dans des conflits internationaux, et aujourd'hui la question dramatique de la série est posée, c'est comment on arrive à résoudre des conflits de ce type-là en respectant
d'une certaine manière l'un et l'autre, surtout en donnant une possibilité d'ouverture, de poser un avenir possible où chacun se sentira encore respecté dans sa vie. Alors on parle de respect, alors justement j'aimerais bien qu'on fasse vraiment un tour maintenant sur, on liste clairement les soucis actuels, les problèmes dans la manière dont c'est géré par l'une ou l'autre des parties, dont on ne devrait pas s'inspirer pour faire valoir ses propres revendications. David ? Alors, Si tu étais dans cette... maintenant, après... Il voulait me laissons-nous, répondre. tout à laissez-nous. fait. non, Alors, je on y va, voulais pas David. répondre, contribuer à ta Ouais, réflexion. bien Par rapport à ce que tu dis, moi je me dis, on parle de l'avenir et effectivement la question c'est dès qu'on ne voit pas l'avenir et qu'on a l'impression qu'on nous emmène dans une zone d'inconnu, là c'est très flippant et ça fait des réactions en disant non, je préfère le présent pas parfait que je connais plutôt qu'un avenir incertain qui peut être pire, qui peut être peut-être meilleur mais qui peut être pire, et comme ça peut être pire, je préfère encore ce que je connais aujourd'hui. Et là je crois que c'est pas facile certainement, mais ça aurait quand même été possible peut-être de donner une plus grande perspective sur à quoi on veut arriver sur notre service public ferroviaire. Et on n'est pas allé assez loin. Et on voit bien d'ailleurs que sur la question d'ouverture à la concurrence, ou privatisation, il y a des grandes craintes et que le représentant de la CGT ne fait pas confiance au gouvernement en disant vous nous mentez, vous nous dites mais si ça se trouve dans 2-3 ans vous allez tout privatiser. Et ça, je ne sais pas comment on peut poser un plan pour dire non, nous voulons faire une ouverture à la concurrence en restant une société publique. Voilà. En Italie, mais nous allons faire ceci, nous allons ouvrir en créant un service public délégué peut-être avec un cahier des charges précis et puis des étapes régulières pour vérifier que tout ça est fait. Mais David... Et ça, cette perspective-là, elle n'est pas faite. Et c'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert à la concurrence et ils n'avaient rien prévu, même pour contrôler. Oui, ce qui apparemment n'est pas un bon exemple. Voilà. Et donc, quand on fait un plan sur 5 ans ou sur 10 ans, il faut quand même qu'on ait des points de contrôle avec peut-être des réajustements. Et là, non, tout ça, c'est pas posé. Mais David, en même temps, je partage ton avis et je crois que c'est la très grande difficulté de tout accompagnement d'une politique de changement. C'est ce que l'on trouve, bien sûr, sur un plan national, mais c'est ce qu'on trouve dans nos entreprises, c'est ce qu'on trouve dans notre vie familiale. Tout changement, et c'est difficile, des changements répondent à des objectifs qui vont déstabiliser, qui vont nous amener à nous-mêmes nous modifier, à changer nos habitudes. Et ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça crée une forte insécurité. Alors peut-être que dans ce que tu dis, David, et ça c'est important, c'est dire, mais je suis prêt à m'engager dans ces changements si j'y vois un intérêt pour moi, mais aussi peut-être un intérêt pour le collectif, un intérêt pour mes enfants demain. Et peut-être que là, on n'y voit pas clair, parce que le raisonnement premier, c'est la crainte de se dire, mais attendez, votre position, elle est le droit du plus fort, comme d'habitude, la liberté totale sur un plan économique et d'une certaine manière, le non-respect des plus faibles et le non-respect de ceux qui ont des droits aujourd'hui. Ça, je comprends que ça soit compliqué. Alors du coup, si on me permettait une petite reformulation, David était parfaitement dans mon tour de table en fait, puisque dans cette volonté de checker un petit peu peut-être les points de vigilance, moi j'entends la peur, l'insécurité, la peur notamment de l'inconnu qui implique, lorsqu'on doit faire valoir nos revendications, de faire un effort plus profond de pédagogie en fait pour dresser un avenir, et j'ai entendu aussi le respect. Voilà, et on a même rajouté la confiance, mais ça on y reviendra, puisque pour moi il y a beaucoup de mauvaise foi, ça m'embête vraiment beaucoup dans les deux coins, et lorsque quelqu'un souhaite vraiment approfondir en termes d'informations objectives, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui malgré la profusion d'informations. Donc moi je retiens déjà le besoin dans une période de changement déjà du respect. Alors, même si je suis énervé, moi je trouve que le gouvernement n'a pas été respectueux en ciblant uniquement le statut des cheminots. C'est clair que là on va au clash, et donc la peur liée à un inconnu, voilà, tout à fait. Je trouve que le point central, ça n'est quand même pas le statut des cheminots. Les cheminots le mettent en avant comme point central, mais sur le programme de réforme de la SNCF, c'est pas le point central. Tout à fait. Oui, Bernard. D'ailleurs, avec tout ce qu'on a entendu autour de cette fameuse réforme, j'ai entendu quelque chose qui s'est passé, je ne sais plus dans quelle gare parisienne, où les cheminots à l'entrée des gares avaient une tente. Les cheminots vous offrent leur prime charbon, qui n'existe plus depuis 1970. Donc c'est juste, là tu parlais de mauvaise foi, on est vraiment dans cette façon. Moi j'ai l'impression qu'il y a souvent, et des deux côtés,
pour revenir un peu, ce que moi j'appelle le concept de l'huître, c'est-à-dire un peu titiller, ça se referme et puis c'est fini, quoi. Ah, Voilà, ouais. on est allé titiller un peu les cheminots, Ouais. On est allé toucher juste, vous savez, sur le bord là. Et puis vous voyez une huître, dès que vous mettez on teste la réponse, ça se ferme et c'est fini, quoi. Ok, Et là, il va falloir... Moi, je rajoute du coup un troisième point de vigilance pour nous et nos auditeurs, c'est les préjugés et les idées reçues, qui peuvent être justes, qui peuvent s'avérer en fait, ou qui du coup peuvent être fausses. Hein. Mais c'est le danger des idées reçues. Il y a une grosse bataille en ce moment sur les cheminots sont-ils privilégiés, hein, de bataille de com, je parle. Hein. Oui, c'est ça, c'est une bataille de com, mais tout en à fait, fait, la question de la mauvaise foi ou des a priori, c'est simplement parce que ça nécessite un effort et une application de creuser un peu le sujet pour comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on nous donne, c'est pas facile de les obtenir, ces informations. Je trouve que c'est Par compliqué. exemple, il y a quand même une chose, c'est que Madame Borne, actuelle ministre des Transports, était avant en responsabilité dans l'administration de la SNCF, en particulier du réseau ferré de France, qui a été séparé de la SNCF. Voilà. Ça ne fonctionne pas super bien. C'est certainement pour plein de raisons. Moi, je trouve dommage qu'une personne comme ça, enfin, qu'on ne voit pas le bilan en fait des premières tentatives de réforme qu'il y a eu avant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le fait d'avoir séparé le réseau ? Est-ce que et j'ai l'impression que il n'y a pas ce travail, c'est pas une question de pédagogie pour moi. Parce qu'il n'y a pas à expliquer à des demeurés la bonne solution. C'est juste de faire une analyse d'une situation et de dire, voilà, ça n'a pas marché parce que ça, on a raté quelque chose. Bon sang qu'un homme politique puisse dire, ça, on n'a pas réussi à le faire, donc il faut... Non. Qu'est-ce que nous dit Madame Borne ? On a un peu privatisé, ça n'a pas assez marché, ça n'a pas bien marché, on va plus privatiser. Voilà, ça, c'est sûr que ça fout la trouille, parce qu'on se dit, mais alors c'est quoi ? Et moi, quand je discute avec des personnes, en particulier sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait ? On essentialise complètement cette femme en disant, elle est complètement ultra-libérale et tout ça. Donc en fait, on essaye en fait de trouver une explication à cette non-réflexion, en disant, si elle veut aller plus loin, c'est qu'en fait, elle a une logique ultra-libérale qui veut tout privatiser. Du coup, finalement, on ne juge plus sur ce qu'elle a fait, parce qu'on ne se donne pas les moyens de voir ce qu'elle a fait, on se juge juste sur le fait qu'elle est censée penser comme ça et donc nous vouloir du mal, vouloir remplir les poches d'actionnaires et tout ça. Donc du coup, peut-être, mais enfin c'est quand même, on n'en sait rien. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment discuter sur ce qu'elle a fait par le passé et ce qu'elle veut faire dans le futur. Je me suis noté, pour ajouter dans ma petite checklist, un manque d'informations. Et juste avant de laisser la parole à Marc, je crois que là, il y a aussi un autre danger, c'est effectivement la globalisation et les étiquettes. L'ultralibéralisme contre gauchiste, je ne dis pas les mots qui suivent souvent derrière. Voilà. Cette question-là, elle est de fait clé. Parce qu'il y a des textes, et des textes européens, souhaités par tous, qui nous amènent à faire que le marché du transport soit un marché concurrentiel. C'est incontournable. Dans 5 ans, ça sera le cas pour tous. Et Macron applique ça. Une des difficultés, et à 1 an des échéances européennes, c'est une difficulté non négligeable, c'est de dire au regard de cela, quelles sont les conséquences ? Et la bataille que l'on vit aujourd'hui autour du chemin de fer est une bataille significative qui risque de porter beaucoup de dégâts. Parce qu'on risque de mettre en avant une nouvelle fois que les directives européennes qui nous sont soi-disant imposées, or on a été partie prenante des décideurs comme tous les autres. Ces décisions-là, elles sont inadmissibles parce que notre pays doit décider seul de la route à tenir et en particulier dans la gestion des transports, des services publics, etc. Mais là, on est dans le grand écart. Est-ce qu'on est capable de pouvoir construire une politique européenne avec ses conséquences ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Et puis, le deuxième point que je mettrais, c'est quand même de se dire aussi, et je l'ai contesté pendant très longtemps, c'est de se dire on ne peut pas non plus faire fi des réalités économiques. Alors, était posée tout à l'heure par l'un d'entre vous la question des conséquences de l'endettement et de la prise en compte d'un endettement de service public qui n'est peut-être pas à mettre au même niveau qu'un endettement d'une société privée. Parce que le service public, c'est le service de nous tous. Et après tout, qu'on s'endette avec les conséquences, mais parce que c'est un autre service de tous, c'est peut-être entendable et acceptable. Mais à un moment donné, il y a aussi certainement des efforts à faire, c'est-à-dire que tout service public qu'il est, tout n'est pas permis et il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Bernard ? Non, là, ça va. J'écoute ce que vient de dire Marc et j'étais en train de me demander jusqu'où on pourrait accepter que l'endettement continue à se faire.
jusqu'où creuser pour le bien de tous. Endettement d'ailleurs qui est multifactoriel, hein, j'adore Oui. ce mot, parce qu'effectivement l'endettement n'est pas que dû au statut des cheminots, hein. Je crois que j'ai entendu quelqu'un qui essayait de décrypter avec des pourcentages, et ça j'ai vraiment apprécié, la source de l'endettement actuel. Il y a le TGV, enfin les infrastructures TGV, il y a effectivement le statut des cheminots, mais donc c'est intéressant d'avoir à un moment donné ce genre d'infos précises, pour qu'on ne soit pas juste dans les imprécations et les grandes globalisations, quoi, hein. Ça c'est un vrai risque. L'endettement, c'est quand même 3 milliards par an. C'est pas rien. Ouais, non, c'est colossal, hein. Je m'excuse, je parle toujours beaucoup, et une nouvelle fois, mais je me dis laisserai aussi nos dans la auditeurs dimension en juger, du service public et dans la proposition qui est faite par l'Europe, de dire la concurrence va améliorer le service pour l'usager. Un, ça va lui permettre éventuellement d'avoir un transport moins cher, et deux, ça devrait pouvoir répondre à des besoins aujourd'hui que l'on a oubliés. Parce que quand on parle de politique de transport, c'est quand même de voir comment on gère dans un pays qui est la France la politique du transport local. Le nombre de lignes qui ont disparu au profit d'une politique tout TGV. Là aussi, quel service on rend? C'est la politique du fret, avec le retard immense que la France a pris par rapport à nos voisins Et là, en ce moment, européens. ça craint beaucoup pour oui, le fret. souffre Ils sont en train beaucoup, de perdre des parts de marché. Arcelor a 60% du chiffre d'affaires de la fret. Pour l'instant, choisi de prendre autre chose que le fret. C'est catastrophique ils pour le fret souffrent en ce Mais moment. les grèves là-dessus. Alors voilà, C'est- toutes ces conséquences-là, c'est compliqué. On le mesure bien combien c'est compliqué. Mais il y a quand même de se dire, mais comment on répond, non pas aux grands besoins de plus-value d'entreprise, mais aux besoins des personnes. Comment, demain, on va penser notre politique de transport? Est-ce que un transport public, ce que l'on veut mettre en avant, n'est pas la priorité des priorités pour réduire justement les effets négatifs des transports individuels et de la voiture? Voilà, ces questions-là, comment on y répond? À noter qu'apparemment, David, tout de suite, pardon, j'ai noté une réussite locale. Apparemment, la ligne TER de la vallée de la Bruche a beaucoup de succès. J'ai entrevu un article dans Le Monde et dans les DNA sur le succès de cette ligne. D'une ligne locale. Exactement, où tout le monde s'est mis autour de la table, usagers, personnel de la SNCF, pour que cette ligne puisse continuer à vivre et faire face à ses réalités économiques, David. C'est-à-dire qu'elle a un certain niveau, elle est rentable. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Parce que le rapport Spinetta, qui essaye d'étudier un peu l'état du réseau SNCF, se posait beaucoup la question de la rentabilité, De petites lignes, la entre rentabilité, et a Mmh. effectivement soumis l'idée que peut-être qu'il faudrait supprimer des petites lignes pour retrouver la rentabilité. Alors là, c'est vraiment la vraie question du service public et du sens d'avoir un réseau ferré important, d'autant plus quand même que le chemin de fer est quand même une des réponses aux questions de gaz D'aménagement du carbonique, territoire aussi. d'aménagement du Tout à territoire, fait. mais aussi écologique. Ça, on sait très bien que c'est pas les cars Macron qui vont faire baisser la pollution. Je retrouve Et- le non. David qu'on connaît bien. Oui, et c'est quand même fou, c'est que dans tout ce rapport, il y a une seule fois la Très bien. mention de cette dimension écologique. Ça, c'est quand même très préoccupant. Et d'ailleurs, le gouvernement s'est presque un petit peu éloigné un petit peu de ce rapport Spinetta, qui était quand même dans une logique très libérale. Parce que la question dans un service public qu'on ouvre à la concurrence, aujourd'hui, il y a des lignes qui rapportent et des lignes qui rapportent moins. La SNCF fait aussi un petit équilibre, enfin, limite sa dette, parce qu'elle arrive à financer une partie de la perte des petites lignes avec des lignes qui rapportent plus, je sais pas. Voilà. Si maintenant on privatise, eh ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les grandes lignes vont rapporter, les petites lignes vont être abandonnées vont pas être investies par les trucs publics, et c'est la SNCF ou l'État qui va devoir subventionner ces lignes-là pour les maintenir. Et ce qui fait qu'en fait, les bénéfices vont partir dans un secteur privé et les coûts, les charges de ce qui n'est pas rentable va devoir être pris encore plus par la collectivité. Donc ça, c'est le risque que ça nous coûte plus cher finalement en impôts. Bon, c'est pour ça que là, il faut vraiment créer des cahiers des charges importants, parce qu'il y a peut-être un niveau de concurrence qui va faire que les lignes s'améliorent. Mais quand même, sur la question des prix, d'ailleurs, je trouve que la SNCF n'est pas immobile. Il y a quand même une réflexion sur arriver à créer des prix intéressants avec l'offre Oui. Là, on voit qu'on peut aller maintenant pour 10 € à Paris. Ces dernières années, on n'a pas été dans un immobilisme de l'offre commerciale Non, à tout la à fait. SNCF. Bernard? Non, c'était juste en évoquant le rapport Spinetta, je me demande si là on n'était pas justement déjà rentré, non pas dans la bataille du rail, mais dans la bataille de la com.
Oui. en mettant en avant ce rapport, tout en sachant qu'on allait prendre les distances par rapport à celui-ci. Ouais, voilà, même, non, mais c'était histoire de... Mais est-ce qu'on n'est pas dans un... En même temps, Bernard, quand on demande à quelqu'un de faire un rapport et qu'on est l'État, il est logique de pouvoir mettre en avant ce rapport. La question, c'est de se dire pourquoi l'État donne à un monsieur comme monsieur Spinetta, dont on sait aussi derrière les idées qu'il a, etc., et son parcours, et du coup les valeurs qu'il va défendre. Moi, je respecte les valeurs de chacun, sauf qu'on ne peut ne pas être d'accord avec ces valeurs-là. Vous disiez tout à l'heure que, effectivement, la logique, c'est des lignes rentables, donc là où ça va attirer le plus de monde. Mais qu'est-ce qu'on construit dans notre société demain ? Ça veut dire qu'on continue encore à faire que les entités rurales, là où il y a des gens qui ont envie de vivre mais ne peuvent plus vivre, vont devoir continuer à partir vers l'urbain et donc à faire ce que devient le monde, c'est-à-dire des grands centres de mégalopoles avec des zones totalement désertifiées sur le plan humain. Est-ce que c'est ça qu'on veut construire dans un équilibre de vie collectif ? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées et bien évidemment, et on le voit par exemple avec la téléphonie, eh bien, il est un droit que celui qui habite au fin fond de la vallée puisse aussi recevoir la 4G comme celui qui est au centre-ville. Et ça demande de l'investissement, et ça demande de l'investissement qui est pris en charge par la réalité collective que nous formons à travers nos impôts. J'aimerais rajouter du coup à notre checklist la bataille de communication. Aujourd'hui, si vous et moi, on est amenés à conduire, on va dire, un changement dans nos périmètres à nous, dans nos périmètres communaux, la bataille de communication, que ça nous plaise ou pas, est une vraie bataille, est un vrai enjeu, notamment avec la caisse de résonance des réseaux sociaux. Je veux dire, là, dans les conflits actuels, le hashtag mon train, j'y tiens. Oui. On ne parle plus de statut, mais d'un choix de société. On essaye de faire en sorte qu'il y ait je cite, une convergence des luttes. C'est marrant, ce genre de terminologie, moi, me fait remonter un petit peu en arrière, avec un côté lutte des classes. À mon avis, par contre, là, qui est assez propre à notre pays. J'ai comme si l'impression qu'on a un relan un peu 1789. C'est pas votre impression, là ? C'est surtout quand même, on non, est 50 ans après mai 68. Je pense même aussi 68, oui, certains autour cette de... mémoire collective, une certaine forme de nostalgie que nous pouvons avoir sur l'ébullition d'idées qu'il y a eu à ce moment-là. Et là, on le voit bien. On voit bien aussi que dans tous les termes qui sont mis en avant pour dire peut-il y avoir convergence ou pas des différentes luttes, elle est autour de cela. Est-ce qu'un grand mouvement social, mais j'allais dire sociétal, est possible aujourd'hui en France ? Ouais, ou souhaitable. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire passer en termes de communication. C'est pas la SNCF. Nous, on peut faire grève. On fait grève pour le bien commun, en fait. En tout cas, c'est l'un de leurs axes de communication. David. Ensuite, avant, il nous reste 5 minutes. On va clôturer sur la convergence des luttes. Oui, le temps passe vite quand on... Effectivement, c'est un concept un petit peu peut-être que certains trotskistes connaissent bien et tout ça. Ils sont très présents médiatiquement, en tout cas, dans les universités. Enfin, oui, d'accord, ils sont très présents. Enfin, bon. J'entends parler que de ces derniers temps, non ? C'est parce qu'on les fait, on sort un petit peu ces choses-là, mais effectivement, il y a une recherche quand même. Il y a une recherche d'une réponse à quelque chose qui a l'air aussi quand même d'une idéologie très forte. C'est une vision ultralibérale. Voilà. Et donc beaucoup de gens ont l'impression qu'en fait, il y a une sorte d'idéologie qui essaye de s'appliquer partout et qui n'est pas du tout compatible avec l'idée d'un État fort. Voilà. Donc, par rapport à ça, je trouve que les autres idéologies, elles sont un peu en perte de vitesse, justement. Que ça reste l'idéologie aujourd'hui la plus... Enfin, c'est même pas une idéologie, je pense, mais c'est une sorte de mécanique, comme ça, du marché qui s'est enclenchée et qui naturellement s'exerce. D'où les réactions. Voilà. Donc, après, il y a des gens qui considèrent que c'est une idéologie et donc il faut lutter et qu'il y a des idéologues au gouvernement qui sont des ultralibéraux, qui ne veulent pas le dire et tout ça, et qui sont aux ordres d'un Bruxelles ultralibéral. Voilà. Bon, c'est une analyse de la situation. Moi, j'ai du mal à entrer dans cette chose-là et à faire des procès d'intention à tous les ministres du gouvernement. Mais peut-être que je me trompe. J'essaye de me dire, Madame Borne n'est pas une ultralibérale et tout ça. Mais si ça se trouve, en fait, elle a un plan de privatisation qui est beaucoup plus loin. Elle ne le dit pas. Comment le savoir ? En tout cas, ce que j'aimerais bien, c'est qu'avant de faire ce constat-là, d'avoir réfléchi à ce qu'elle a fait par le passé, ce qu'elle veut faire maintenant. Est-ce qu'une société anonyme à capitaux publics est une bonne solution ? Est-ce que ça permet de faire du service public et de l'ouverture à la concurrence ? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? J'aimerais bien discuter de ça avant de faire un constat définitif sur le fait que c'est une ultralibérale démoniaque. Bernard, avant qu'il nous reste 3 minutes, en fait, avant de clôturer sur les points de vigilance en tant que chrétien ou croyant. J'allais juste dire que par rapport au
marquistes présents ou pas. C'est vrai qu'on se rend compte, et là je quitte la SNCF pour rebondir avec ce que disait Marc par rapport à l'université, les blocages de fac, ce sont des assemblées générales où parfois il y a 25 votants pour bloquer une université où il y a des dizaines, des centaines d'étudiants qui vont devoir passer des examens, qui sont en passe de passer des examens ou qui devraient pouvoir passer des examens. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une prise de pouvoir violente par rapport à ce genre de choses? C'est une question que je lance. Alors, excellente transition. C'est en même temps toujours et toute l'histoire du combat social. Hein. Oui, et certaines et ça, je crois universités que c'est sont important. plus Après, on peut habituées toujours que se d'autres. poser la question, et c'est toujours regrettable, mais enfin, moi, je me souviens de mon histoire dans les luttes étudiantes. On va Bien tout sûr, savoir, hein. aujourd'hui, au cœur des AG, c'est pas la problématique de ce qu'il y a derrière l'avenir de l'université qui est posée, c'est de dire faut-il qu'il y ait blocage ou pas blocage. Du coup, ça réduit effectivement le champ d'idées et de perspectives de ce que l'on a envie de construire demain. Moi, ce que je voulais en 2 mots dire aussi, c'est quand même que derrière, on est dans une grande hésitation, incertitude sur qu'est-ce que veut l'État français aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement, pour la vie des gens au quotidien. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que à chaque fois, ce sont les besogneux, ceux qui sont le plus en difficulté, qui ne voient rien comme avenir plus radieux, et qu'on essaie de préserver la logique économique des plus puissants. Moi, ça, je me dis qu'effectivement, si on continue sur ce chemin-là, notre vie politique française le condamne depuis plusieurs années, si on continue, on va au drame. Un tour de table pour terminer, messieurs. Admettons que nous ayons un auditeur, quelqu'un qui nous regarde, qui se classe dans la catégorie croyant, chrétien, et qui se pose la question peut-être de forme de revendication qu'il s'interdirait du fait de ses valeurs et de ses croyances. Juste en un mot, peut-être ou deux, un rapide tour de table sur, moi je pense qu'en tant que chrétien, personnellement, j'éviterais de prendre cette forme-là, ou j'éviterais tel piège que nous avons listé tout à l'heure. Ça vous va sur la question? On y va, c'est parti, David? Alors moi, la question de l'essentialisation, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire de considérer qu'on sait déjà ce qu'une personne pense à l'avance, parce qu'elle est plutôt de cette catégorie, okay. Donc elle est forcément conditionnée et qu'elle n'a pas sa propre liberté de penser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense il est très important et sur lequel l'Évangile a énormément parlé. D'accord. On ne classe pas les gens, on les rencontre, on leur parle et on essaie de faire le pari de l'intelligence. On les rencontre, on fait le pari de l'intelligence avec un a priori, on va dire bienveillant, en tout cas au départ. Le cœur, il n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut sonder le cœur et les reins des gens. Eh bien, dis donc, c'est crescendo en cette fin d'émission. Merci David. On termine ce tour de table parce qu'on est vraiment à la fin. Moi, c'est la question de la violence. Bernard. Ou la non-violence. Voilà. Ne pas franchir... quelques lignes rouges ou jaunes. Tu prendrais un exemple, par exemple, de forme que tu t'éviterais toi, parce que du coup, ça serait violent pour toi. Balancer un cocktail Molotov. Ok, très bien. Ou casser une vitrine. Ou casser une vitrine. Par exemple. Voilà. Très bien. Ça mérite d'être très concret, super. Marc? Moi, je mettrais en avant, et il y a quelques jours, les évêques de France recevaient notre président, M. Macron, et ce qui a tourné autour, c'est de dire, vous catholiques, mais peut-être qu'on peut l'élargir à vous chrétiens, vous devez être présents dans la réalité du débat politique, démocratique, et vous engager au service de la société. Moi, je pense que ça, c'est effectivement important. Notre responsabilité de chrétien, c'est de s'intéresser à la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Ok, donc une vision collective et commune. Et pour ma part, si je devais mettre un seul mot, ça serait je traquerais les tentations de mauvaise foi chez moi. Toutes les fois où en fait je biaise consciemment ou inconsciemment la réalité parce que ça m'arrange en fait. Donc faire preuve d'honnêteté intellectuelle lorsque je dois conduire un chantier de changement. Voilà, maintenant nous allons bientôt quitter l'antenne, ce qui va nous permettre de régler peut-être nos comptes en off. Non, on va rester sur... Non, parce que justement on a évité ce piège, c'est super. Un grand merci messieurs. Je donne rendez-vous, enfin nous donnons rendez-vous à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent très bientôt pour une émission numéro 18, c'est ça? Dans 2 semaines, comme à chaque fois. Tout à fait. Merci beaucoup Marc, merci David, merci Bernard. Merci Philippe. Et à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir.